Donc, bonjour, Olivier Roberge, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à cette capsule de discussion. Donc, avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Gabrielle Sartou. Je suis étudiante au baccalauréat en histoire de l'art, en fait finissante. Et je m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'art, évidemment l'art et les mots, et beaucoup la théorie des couleurs. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler tout d'abord de ta démarche, de ton travail, et ensuite, on va aborder plus en profondeur ton œuvre qui est présentée au Centre d'artistes Caravane-Sérail à Rimouski. Est-ce que ça te C'est va? bon. Oui, ça me va. Super! Donc, est-ce que ça t'aimerait ça dire quelques mots sur ta démarche? Ben, en fait, moi, pour commencer, je suis un autodidacte en art visuel. J'ai une formation en métier d'art, dans le fond. J'ai étudié en métier d'art, j'ai fini il y a 10 ans, dans le fond, à l'École des métiers d'art de Québec, spécialité ébénisterie et artisanat. Puis donc, j'ai entamé ma pratique d'art visuel vraiment avec une relation à l'objet. C'est-à-dire que moi, ce qui était très important, c'était l'objet. C'était vraiment l'objet, le design avant nécessairement le contenu. Puis tranquillement, je me suis, à force de faire des choses, je me suis rendu compte que ben, il y a des choses qui parlaient à travers moi. Puis dans le fond, que le mobilier que je faisais était qualifié du mobilier d'expression parce que c'était pas seulement une table ou seulement un meuble utilitaire. Il y avait souvent un sujet, une thématique, une réflexion placée à l'intérieur. Donc, je dirais que c'est ça. Ça fait 10 ans que là, je me suis spécialisé plus dans la miniature. Je travaille beaucoup, en fait, par rapport à la nature. C'est vraiment le sujet principal de mes œuvres. Mais c'est toujours un peu pour parler de l'humain à travers la représentation de paysages, de ces scénettes naturelles. Puis je travaille beaucoup, beaucoup par contraste, c'est-à-dire que j'aime ça comme combiner des choses qui ne vont pas nécessairement ensemble. J'essaye un petit peu à travers ma pratique de combattre la dualité. On est dans une société très blanc et noir, très avec des points de vue coupés au couteau. Quelle dualité exactement? Ben, tu sais, je vais donner par exemple des contrastes, tu sais, en faisant des liens avec, par exemple, dans ma pratique, je travaillais avec le motif de l'église et de la tour de communication. Mhm. Puis en les combinant les deux, on est face à un objet qui est très, qui est pensé esthétiquement, il y a une certaine cohérence esthétique par rapport à son propos et son utilité, l'Église. Puis on a après ça la tour cellulaire qui est un chaos visuel fonctionnel, c'est-à-dire que ça sert à quelque chose, puis au niveau visuel, on se fout un peu de ce que ça va avoir de l'air. Puis en les combinant les deux, je me suis rendu compte que c'était des objets qui communiquaient ensemble, qui avaient du sens ensemble, qui avaient du sens en les mettant en relation, puis même que c'était peut-être une évolution de nos clochers, finalement, à la tour cellulaire, une évolution de la technologie, mais de notre façon de communiquer, de notre façon de vivre en société. Puis qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser plus particulièrement à la miniature? C'est toujours quelque chose qui m'a fasciné quand j'étais petit, les maquettes, d'aller dans un musée puis de voir des grosses maquettes, essayer de comprendre comment c'est fait, tout ça, d'avoir accès à ce genre d'objet-là. Tout ce qui était théâtre de marionnettes, j'ai eu un gros trip aussi sur la marionnette, sur les effets spéciaux, pas en 3D, mais les effets spéciaux, un peu les films à la Terry Gilliam, où est-ce qu'on sent que c'est du décor, on sent que c'est faux, mais c'est assumé, puis on embarque dans l'histoire, on embarque dans le récit à cause de ça aussi. Tu sais, c'est comme, j'ai toujours aimé, là, il était une fois, tu sais, avant de présenter quelque chose, tu sais, Mhm. j'aime euh, pouvoir observer le monde à travers comme un potentiel narratif, parce que dans le fond, on a souvent des guerres d'opinion par rapport à vrai, pas vrai, ça c'est un fait, ça c'est pas un fait, mais l'histoire est tout le temps en évolution. Puis en fin de compte, tout ce qu'on se raconte, même ce qu'on voit dans les médias, c'est des il était une fois. Tu sais. Puis quand on prend ce recul-là, de se dire il était une fois, ben, tu sais, on prend les choses moins personnelles, puis on est capable d'être un peu moins impliqué émotivement, puis dégagé par rapport à ce qu'on regarde, puis on est capable de se laisser porter ou d'avoir une meilleure écoute, de pouvoir comme embarquer dans un point de vue qui normalement serait confrontant ou irait à l'opposé de ce que l'on est nous-mêmes. Fait que c'est vraiment ça qui, inconsciemment, m'a amené de plus en plus vers la maquette. Puis l'autre point majeur de la maquette qui me parle beaucoup,
Puis encore, une fois, ça rejoint l'idée des dualités, puis de l'ombre, de la lumière, des oppositions. C'est que c'est un objet qui se transforme, qui n'est pas fixe, qui n'est pas final. Par exemple, ben, un tableau, on va l'avoir peint, on va l'avoir en 2D, on peut le regarder. C'est sûr qu'on peut jouer un peu avec l'éclairage, puis on peut avoir des transformations qui se font dépendamment du vernis, des reflets, tout ça, mais en gros, on a quand même une image qui est assez stable dans ce qui nous est présenté. Mon observation personnelle, on pourrait en parler longtemps. Je suis sûr que les peintres pourraient dire «Oh, t'es peu». Mais moi, ce que j'aime avec le 3D et la miniature, c'est cette possibilité-là de variation de lumière dans une journée, de variation d'éclairage qui va amener vraiment des regards complètement différents, des lectures complètement différentes, dépendamment si c'est un éclairage très contrasté ou plus aplati. Donc, l'objet est fini, mais il y a encore multicouche. Il peut encore se transformer puis s'adapter au fil des différents éclairages qu'on lui présente, en fonction d'aussi dans quel contexte on l'installe. Je dis Mhm. souvent à quelqu'un, moi, dans une journée, pas dans une journée, mais il y a une œuvre que j'ai eue longtemps chez nous, là, qui maintenant appartient à un collectionneur, mais qui était sur mon mur de la maison. Puis il était placé de telle façon que la lumière arrivait puis éclairait la miniature pendant 5 minutes exactement, à peu près Mhm. dans le même temps J'aime de ça. l'année, à peu près, au même temps. Puis là, je le savais, quand j'étais à la maison, c'était comme mon 5 minutes pour regarder l'œuvre. Puis quand la lumière venait taper dedans, ben on avait l'impression qu'il y a des mouches qui sortaient de l'herbe, puis que, tu sais, qu'il y a de la Mhm. poussière, puis que ça se mettait vraiment À à vivre. un Mhm. peu, encore là, je pourrais dire que c'est peut-être cet effet-là me vient de mon enfance, puis ma fascination pour Indiana Jones quand il met quand il met son bâton dans la pyramide pour trouver, dans le fond, l'éclairage passe à travers le joyau, puis ça éclaire. Oui. C'est des classiques comme ça qui nous marquent, qui après ça nous fait observer le monde d'une certaine façon. Tout à fait. Il y a vraiment une multiplication des points de vue, autant au niveau de l'éclairage, mais aussi de l'expérience du visiteur ou de la visiteuse. Mais si tu voulais justement nous parler plus en profondeur de ton œuvre qui est présentée à Caravansérail, d'abord le titre, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Ben, en fait, j'ai choisi un titre latin c'est parce que j'ai choisi une langue morte, mais qui est encore très présente dans notre inconscient collectif, je dirais, dans le sens où est-ce que c'est une œuvre qui parle de mes propres programmations. C'est une œuvre qui est en quelque sorte un genre d'autoportrait, puis sur lequel on peut retrouver des scénettes ou des éléments qui font partie un peu de moi, de ma personnalité, que ce soit culturel, mais aussi familial. Ça s'appelle Ceci est mon corps. Exact. Ben là, j'ai choisi le terme Hoc corpus meum, que je prononce sûrement très mal, mais qui fait référence au moment où est-ce que, quand le prêtre présentait l'hostie au moment de la communion, dans le fond, il disait «Ceci est mon corps» en parlant à la place de Jésus pour représenter la transfiguration de Jésus en pain. Mhm. Et c'est ce que j'aime de cette phrase-là aussi, c'est que on peut en faire. Tu sais, moi, je la vois comme quelque chose de vraiment large, c'est-à-dire que ceci est mon corps. Tu sais, quand je présente la miniature, quand je présente le paysage que la Caravansérail, c'est aussi, dans le fond, la terre est mon corps en quelque sorte, dans le sens que je reviens toujours à cette idée d'unité-là, cette idée de regrouper, d'arrêter de fractionner, puis de diviser. Puis, aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, c'est pas nécessairement prouvé, mais il semblerait que Hoc corpus meum a dérivé vers le hocus pocus, qu'on peut connaître par rapport, on voit souvent des kits de magie dans les magasins marqués hocus pocus. Ça fait référence à la magie, dans le fond, euh, que l'humanité ait accepté, ou en tout cas une partie de l'humanité ait accepté cette notion-là, que dans le fond, Jésus se partage dans cette communion-là en se transformant en pain. C'est comme un Mhm. grand tour de magie, en fait. C'est une, Mhm. c'est une- une histoire, mais c'est une histoire pour laquelle beaucoup de gens croient, tu sais, dans le fermement, c'est-à-dire. Donc, pour moi, Hocus Pocus, ça fait référence à la magie, aux Mhm. narrations possibles des choses, puis à notre pouvoir de transcender ce qu'on a devant les yeux, finalement, ce qui est devant ce qui, à première vue,
perçu par nos sens, d'aller au-delà de ça, dans le fond. Tout à fait. Puis en plus, Je sais pas. puis en plus, c'est ce qui est intéressant avec Ceci est mon corps, ben, c'est un peu une narration en fait qu'on se construit toute personnellement. C'est un peu le rapport à la religion et c'est un peu quelque chose qu'on se construit par soi-même. Et quand on regarde ton œuvre, le parallèle que je ferais, c'est que c'est chacun et chacune font leur propre narration. On découvre par nous-mêmes avec des lampes de poche. C'est ça qui est spécial, c'est que l'éclairage que tu as choisi aussi, c'est l'éclairage qui vient d'une source lumineuse que la personne qui visite apporte. Ouais. Ce qui encourage justement une implication complètement physique, corporelle de la visiteur ou du visiteur. Puis ça, est-ce que tu aimerais ça? Pour toi, qu'est-ce que ce mouvement-là entraîne et qu'est-ce qui en découle en fait du mouvement de la visiteur ou de la visiteuse avec cet éclairage-là? Ben, en fait, c'est sûr que ce projet-là, ben, comme la plupart des projets en centre d'artistes, c'est-à-dire qu'on envoie un dossier, on envoie une proposition, puis d'ici à ce que ça soit présenté, ben, il y a plein de choses qui peuvent arriver, dont, dont une pandémie. Puis, donc, on est obligé de s'adapter. Des fois, le propos qui était à la base va évoluer puis se transformer. Donc, pour moi, c'était jusqu'à la dernière minute, c'était supposé être une œuvre présentée dans l'espace. Qui se suffisait un peu à elle-même. Au début, elle était supposée être accompagnée d'un corpus de photographie, mais que j'ai pas eu les moyens de le produire. Donc, je voulais réfléchir à, bon, de quelle façon que je pouvais présenter cette œuvre-là, puis vraiment l'ancrer dans le présent. Puis, dans le fond, moi, je me trouve en fait très chanceux de pouvoir présenter à Caravansérail parce que c'est un des rares centres d'artistes, comme certains centres d'artistes en région, qui ne sont pas en zone rouge, donc qui sont encore ouverts, qui ont encore le droit d'accueillir des spectateurs. Puis, je voulais mentionner le fait que, dans le fond, le milieu de la culture était, en quelque sorte, dans l'obscurité. C'est pas la noirceur totale, mais c'est la pénombre. Il y a beaucoup de gens qui en souffrent, il y a beaucoup d'artistes qui en souffrent, mais il y a beaucoup de consommateurs de culture qui en souffrent. Mm-hmm. Puis, je voulais aussi symboliser l'importance du rapport physique avec l'œuvre. C'est-à-dire qu'on est dans une période de développement de contenu numérique incroyable. C'était déjà en place avant qu'arrive cette crise. Et là, c'est comme si on met toutes nos cartes dans le numérique. Puis, c'est correct d'utiliser ces plateformes-là, c'est correct de diffuser le travail, de trouver d'autres façons de se réinventer, mais ça prend des expériences physiques. On ne pourra pas continuer comme ça à long terme. On doit avoir une corporalité, un rapport de corps avec l'œuvre. Et donc, en la présentant dans la pénombre, donc je ne donne pas tout, et en donnant, dans le fond, les lampes de poche aux gens, bien, je leur permets finalement de découvrir à leur mesure, de fouiller à leur mesure qu'est-ce qu'ils veulent aller voir, où est-ce qu'ils ont envie d'aller chercher. Puis en plus, j'habite l'espace, c'est-à-dire que je crée une espèce de jeu d'ombre qui va venir habiller les murs parce que ce qu'il faut dire avec la salle, ceux qui ne la connaissent pas à Rimouski, c'est que c'est dans un ancien cinéma. Elle est assez étroite, c'est pas très grand, c'est 800 pieds carrés. Donc, mais les plafonds sont extrêmement hauts. Donc, les murs montent jusqu'à 12 pieds peints, puis après ça, ben, on a un autre, je pense, un autre 12 pieds de haut. Donc, ça me permettait de venir, sans rien mettre sur les murs, ça me permettait de venir déplacer ce paysage-là puis l'inscrire dans l'espace. Fait que finalement, je suis très content de l'avenue que ça a pris. Puis aussi, il faut dire que j'étais curieux de voir comment les gens allaient se l'approprier. On a eu la chance d'avoir un petit vernissage la semaine dernière. Et puis, les gens sont attirés vers l'œuvre parce que c'est ce qui tourne dans le milieu, puis ils veulent voir les détails, ils sont avec leur flashlight. Puis, des fois, ça prend quelques temps, puis tout d'un coup, ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de créer. Puis surtout quand il y a plusieurs personnes qui regardent en même temps, là, il y a des dédoublements finalement de couches de paysages puis d'arbres. Et puis là, ça l'habite. Puis là, tu vois qu'ils viennent très, très proche de l'œuvre. Puis là, tout d'un coup, ils prennent du recul puis ils se mettent à ne plus regarder l'œuvre, mais à regarder les murs puis les ombres qu'ils créent. C'est vraiment le fun à voir. Un petit parallèle avec l'allégorie de la caverne. Oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a marqué puis mon intérêt pour les hommes préhistoriques, les Oui, premiers. c'est ça, on en retrouve beaucoup dans ton œuvre. Oui, Mais ce qui est intéressant aussi, je trouve, avec le fait que, justement que la lumière vienne des gens, ben c'est justement dans cette ère, dans ce moment, vraiment comme tout qu'on est toujours
en face d'un écran, dans ce moment où la technologie prend tellement de place, ben, ça fait du bien que la source lumineuse ne vienne pas en face de nous, vers nos yeux, mais plutôt de nous qui l'envoie. Donc, on a une sorte de Ben là, un renversement de revirement, situation. oui. Mhm. Ben, en fait, c'était quand je parlais tantôt du développement numérique aussi, c'est que ça permettait, tu sais, c'était vraiment pour offrir une œuvre pour les gens de Rimouski, puis dire, bon, ben, c'est plate pour comme ceux qui ne peuvent pas se déplacer, là, mais pour que les gens de la place puissent sentir qu'ils avaient accès à quelque chose qui était, tu sais, qui était pour eux, qui devait. Tu sais, je voulais pas qu'on se dise, on voit l'expo sur les médias sociaux, sur Instagram, dire ah ben j'ai vu ton expo, j'ai vu sur les médias sociaux. Sur les médias sociaux, oui, j'en ai vu des parties, mais je voulais créer ce désir-là de l'expérimenter, beaucoup de gens qui m'ont dit ah, c'est comme un peu agace. Je voulais créer cet effet agace-là, de vouloir être là, de vouloir être en salle, de vouloir jouer avec ce paysage. Puis, ce qu'il faut dire aussi, tu disais tantôt au niveau, c'est les gens qui apportent leur lumière. Ben ça, c'était l'autre raison pourquoi j'ai décidé de faire ça. En fait, c'est que je trouve qu'on est dans un univers très polarisé. Tu sais, t'es avec moi ou t'es contre moi, ou tu sais, on pense pareil ou on pense pas. C'est comme on a de la difficulté à dialoguer, à échanger, à avoir de l'écoute pour des, euh, des opinions qui sont différentes. Puis là, cette lumière-là, c'est ce qu'elle venait symboliser. Elle vient symboliser ce regard-là de la personne sur l'œuvre. Puis elle oblige à prendre des décisions aussi inconsciemment. C'est-à-dire que si je fais le tour de la sculpture, puis d'un coup, je me ramasse avec quelqu'un d'autre qui est en face de moi, puis qui m'aveugle avec la lampe de poche, Mm. bien, je dois prendre des décisions par rapport à ça. Est-ce que je lui dis de fermer sa lampe de poche? Est-ce que je me déplace? Est-ce que finalement, je décide d'éclairer ou est-ce que lui éclaire? Tu sais, des petites choses inconscientes qui se font, mais je trouve ça important de mettre finalement le spectateur dans ce genre de situation-là pour qu'il puisse Mm. après ça Et oui, tirer ses propres conclusions. Là, mais... c'est ça. Mais c'est aussi intéressant parce que la lumière, en fait, c'est aussi un clin d'œil à l'histoire des dioramas en tant que tel. Diorama, ça vient de comme euh, dia, voir et rama à travers, ou le contraire. Ah, mais je ne savais pas, Donc, j'ai pas fait l'étymologie du mot. puis, C'est puis c'est pour intéressant. ça, en fait, à la base, il y avait des dioramas, en fait, que c'était une sorte de théâtre, que c'était des toiles, puis c'était Mhm. des peintures qui étaient peintes des deux côtés, puis il y avait de la lumière qui passait au travers, puis c'est ça qui donnait, en fait, l'effet de profondeur. Ah, Et d'accord. donc, c'est intéressant de voir comment les dioramas ont évolué. On sait que c'était une petite capsule historique. Capsule historique, ouais, c'est ça. Ça raconte notre histoire. Non, mais tu sais, c'est intéressant. Tout est dans tout un peu en même temps, mais tu sais, moi, ce que j'aime dans mon travail, c'est que je travaille de façon beaucoup, j'essaie de développer mon intuition dans la façon de présenter, de pas être en contrôle, tu sais. Puis, tu vois, quand tu me sors des choses, une chose comme ça, je trouve ça le fun parce que ça vient comme rajouter en couche de lecture Puissance. en puissance. Donc, Mm. tu sais, c'est ce que j'aime de mes œuvres, c'est-à-dire que je veux tu sais, des fois, ça peut paraître chargé symboliquement, mais je veux laisser ça le plus ouvert possible pour que chacun y trouve son compte en quelque sorte. Tu sais, c'est un peu Mhm. comme, c'est un genre de miroir, en fait, en quelque sorte. Mhm. Puis ça veut dire voir à travers, mais c'est un peu aussi voir à travers de toi. Tu sais, c'est un peu des scènes que tu disais qui est un peu extrait de ta vie. C'est un peu toi qui te rend, qui montre ta vulnérabilité aussi. Puis, Ben, en fait, mm, c'est en le faisant, au début, comme je disais, c'est supposé être un travail avec un corpus de photos, puis j'étais plus dans la réflexion sur l'esthétisation du monde, sur la culture du visuel, sur le tout visuel de notre société. Tu sais, c'est vraiment le sens qui prime, qui est presque tyrannique. Et mhm, donc, en créant mes scénettes, je me suis mis à observer un peu plus les raisons de ces scénettes-là. Je me suis rendu compte que c'était toutes des choses qui étaient enfouies en moi. C'était toutes des parties de qui j'étais. Tu sais, dans le fond, finalement, je me suis rendu compte que la plupart des œuvres, finalement, ça parle juste de moi. Mais à travers moi, il y a une certaine universalité aussi, c'est-à-dire de par ma culture, puis aussi de ma généalogie. Mais, euh, mais c'est ça, c'est que finalement, les scénettes qui se sont retrouvées dans l'œuvre au final, c'est c'est une synthèse des dernières thématiques que j'ai utilisées dans mes œuvres dans les dernières années. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que mes œuvres ne sont pas fixes. En fait, la seule façon de les fixer, c'est de les acheter. Une fois qu'ils sont achetés, ils arrêtent de bouger.
Mais généralement, je redéplante les arbres. Je peux les utiliser pour faire d'autres propositions. Donc, dans le fond, les éléments qui se trouvent présentement à Caravansérail, là-dedans, il y a des éléments qui font partie d'autres œuvres aussi, qui se promènent d'une sculpture à l'autre. Ça, je trouve ça intéressant, cette mobilité-là, cette espèce de coffre à outils-là, de thématiques et de scénettes que je peux enlever, rajouter au besoin, finalement. Oui, on dirait que c'est super intéressant le fait justement que c'est intangible, puis que c'est des mondes qui font des références l'un à l'autre, mais qui sont quand même différents chaque fois. Un peu comme, justement, il y a des métaphores intéressantes à faire, comment les changements à l'intérieur de nous, comment on évolue dans nos pensées, dans nos expériences, mais aussi comment le monde à l'extérieur évolue super rapidement, puis on déplante des arbres tous les jours. Oui, oui, effectivement, c'est un bon point de vue, je trouve. Sinon, quoi dire par rapport au Saint-Net, je te dirais qu'il y a un nouveau truc que j'ai utilisé pour cette œuvre-là. Il y a quelques images sur les médias sociaux. Je n'ai pas mis tant d'images des Saint-Net. Je laisse les gens plus les découvrir, mais c'est l'utilisation du Beholder. J'en ai un non peint. C'est une figurine de Donjon Dragon achetée. Dans le fond, le Beholder, ça vient de mon enfance aussi. C'était comme le monstre qui était sur le dessus de la couverture du livre des monstres de Donjon Dragon. Puis elle m'a toujours fasciné. En fait, c'est une créature complètement absurde. C'est une tête qui vole avec une bouche, ou ça, Ok, un gros œil, une dizaine de yeux autour, en fait. une multiplication du regard. Oui, puis en la regardant, je me disais que ça représentait beaucoup l'homme contemporain avec, tu sais, on en a parlé déjà, là, mais du fear of missing out, la peur Oui, de rater, de tout le temps être sur son téléphone, de ne pas vouloir rater d'événements, d'informations, tout à l'espèce fait. de, 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 de consommation aussi, parce que là, il vient de perdre un œil, parce que dans le Mhm. fond, c'est une grande bouche qui dévore, puis avec des yeux qui surveillent, puis qui contrôlent. Puis ce que j'aimais aussi de cette créature-là, dans son historique Donjon Dragon, c'est qu'elle est xénophobe aussi, en plus. C'est-à-dire qu'elle déteste tout ce qui est différent d'elle. C'est-à-dire que même s'il y a un autre identique que lui, mais qui a des couleurs différentes, ben, ils ne s'aimeront pas. Puis, encore là, dans l'univers fictif de Donjon Dragon. Mais je trouvais que ça représentait ce qu'avaient tendance à faire les médias sociaux aussi, c'est-à-dire par le contrôle des algorithmes, le contrôle de l'information proposée en fonction des likes qu'on fait, bien, on se cantonne de plus en plus dans nos positions. Ça se fait un peu de façon insidieuse, mais ça fait en sorte qu'on développe moins le muscle d'être dans l'habitude d'être confronté à l'autre, confronté à une pensée qui est différente, qui n'est pas exactement comme la nôtre. Donc, quand il arrive cette confrontation-là, on n'est plus outillé, on réagit, on se bloque, puis là, c'est là qu'arrive la confrontation. Et c'est là qu'arrive la peur aussi. La peur de Exactement, l'autre avec un grand R en majuscule. exactement. Puis la Puis, polarisation aussi. oui, Mm. puis tu me fais même penser à une autre idée, là. Il y a des couches, là, on pourrait en parler longtemps, là. Ce qui est le fun aussi, c'est que les gens fassent leur propre découverte parce qu'on peut en découvrir nous-mêmes en discutant ensemble. Mais ce que j'aimais aussi de la lampe de poche puis de l'œuvre dans la noirceur, c'est ça, tu l'as dit, ça fait référence à la peur. La peur Mm. c'est une des premières peurs fondamentales de l'humain, c'est la peur du noir, la peur Mhm. de ne pas voir. Puis un des premiers outils qu'on se fait donner à enfant, qui nous donne ben pour moi, en tout cas, qui m'a donné une impression de devenir grand, en quelque sorte, d'avoir une certaine puissance, c'est la lampe de poche. Mhm. Parce que dans le fond, on peut lire en dessous des couvertes, la lumière est fermée, nos parents ne Oui. savent pas, on peut lire en cachette. On peut éclairer dans le coin de la chambre. La nuit, c'est quelque chose qui nous dérange. Quand on est en camping, on est capable de pouvoir amener la lumière dans l'obscurité. Puis de donner ça à un enfant qui puisse l'avoir dans les mains, c'est vraiment un des premiers outils, je trouve, très symboliques. Ce que j'aime, ce qui m'intéresse dans ce que je présente, ça, c'est de sortir du sujet là, pointilleux, précis, puis être plus dans une espèce de globalité. C'est pour ça que le Mhm. paysage, ça me parle. D'avoir une impression de recul, j'ai déjà fait même une œuvre qu'on montait sur le socle pour permettre aux spectateurs, dans le fond, là, on aurait pu la regarder au niveau du sol, c'est juste que ça permettait aux spectateurs de sortir de la foule ou des gens ou des autres œuvres autour, de s'élever pour avoir un regard qui respire plus dans son appréciation de l'œuvre.
Donc, Mhm. ce geste-là est important de recul, prendre du recul sur un sujet, sur une chose pour être moins dans, c'est correct les émotions, mais être moins dans l'émotivité puis dans Ben la oui. réaction, là. Ben oui, mais c'est ça que c'est intéressant que ton travail, que tu as des thématiques comme ça qui reviennent de comme d'essayer de changer le point de vue sur une œuvre d'art, mais aussi des questions sur la genèse quasiment de l'art, j'ai l'impression, et la genèse de l'être humain en général. Ben, Mm. peut-être, comme je disais au début, c'est un parcours qui est intuitif. J'ai pas fait d'histoire de l'art. J'ai fait de l'histoire de l'art dans l'histoire du mobilier, plus du design. Mhm. Puis je pense que c'est peut-être pour ça aussi que je m'inscris dans- Parce que je trouve ça bien l'université, puis d'aller suivre des cours en art et tout ça, mais j'ai l'impression que il faut faire attention aussi pour ne pas penser en silo. C'est-à-dire faut avoir plusieurs avenues. Il ne faut pas comme juste aller dans une direction. Puis des fois, je me méfie de certains modes de pensée parce que dans le fond, on passe à travers un processus puis on ressort avec cette pensée-là en quelque sorte. C'est pour ça que tu sais, je Mhm. suis un peu, j'ai bien de la difficulté avec les autorités de pensée, mettons. Mais c'est sûr que ça forme, ça nous met dans une forme, c'est une formation. Oui, oui, non, Et- tout à fait. mais Mais, c'est. euh, Mhm. mais c'est ça, je suis pour une espèce de complémentarité au niveau des sujets et des avenues. C'est pour ça que, tu sais, ça fait longtemps, à chaque année, je me posais la question, je fais-tu une maîtrise en art? Je fais-tu une maîtrise en art? Puis je suis Mhm. passé proche souvent. Puis finalement, j'ai pris des cours. Puis finalement, pourquoi je ne m'inscrivais pas en art, c'est que ça roulait, mes choses, puis j'avais des commandes, des contrats, puis tu sais, mon travail prenait le dessus. Puis j'ai pu prendre des cours, mais je suis allé dans d'autres avenues. Je suis allé en anthropologie. Je me suis dit, tiens, je vais essayer d'en savoir plus sur l'humain, sur la société humaine, de quelle façon qu'on l'observe, de quelle façon qu'on qu'on peut avoir un point de vue, euh, comment je pourrais dire, objectif. Finalement, ça m'a fait rendre compte qu'il n'y en a pas vraiment de point de vue Mhm. objectif. Il y a des points de vue qui sont plus objectifs que d'autres, Avoir un mais point de vue multiple, ça ouais, aide c'est ça. dans l'objectivité, justement. Exact. Fait que, tu sais, c'est ça. J'ai décidé d'aller chercher mes outils comme ça au lieu d'être comme dans une formation plus soutenue, là. Mhm. Sinon, est-ce que tu as envie de nous parler de comme la juxtaposition entre ces éléments-là qui sont plus des éléments de la nature, puis aussi qui révèlent justement la nature de l'être humain. À côté de l'église et de la... C'était une tour téléphonique Ouais, une tour de de télécommunication. télécommunication. Ouais. Ben, en fait, tu vois, là, si je les ai mis dans cette œuvre-là. Ils font un peu la boucle, c'est-à-dire qu'ils se trouvent à chacune des extrémités de l'œuvre. Et puis, c'est un travail que j'ai déjà présenté dans le cadre de la manif, là, avec une œuvre qui s'appelle Église ou Building New Bell Towers. Puis, je fais comme le parallèle entre la tour de télécommunication puis l'église. Puis, c'est une réflexion. Est-ce que, dans le fond, la tour de télécom ne serait pas nos nouveaux clochers? Tu sais? Je trouve qu'il y a plusieurs éléments symboliques qui penchent dans ce sens-là. Puis, mais ce que je pourrais dire par rapport à mes représentations technologiques, là, en fait, quand je représente aussi de l'architecture, à date, j'ai jamais présenté de l'architecture ou de la technologie humaine comme neuve, tu sais, comme si ça vient de sortir de l'usine, si ça vient d'être construit. Je la représente tout le temps un peu dépassée, usée. Tu sais, on ne pourrait pas dire si c'est en utilisation présentement ou si, dans le fond, ça représente notre époque. Puis ça fait référence Mm. au fait que tout se transforme constamment, en fait. Puis on est tellement des fois centré sur notre vie, nos idées, nos conflits, notre réalité, qu'on ne se rend pas compte que tout est amené à se transformer puis à changer. Puis les certitudes d'aujourd'hui, ben c'est finalement, demain, ben, ils ont plus vraiment d'importance. On est rendu ailleurs. Fait que
seront peut-être envahis par la nature. Oui, exactement. La nature va peut-être reprendre le dessus. Pour moi, la nature, comment je pourrais dire? J'aime ça l'illustrer parce que là, il y a cet aspect-là. Tu peux faire n'importe quoi puis ça fonctionne, tu sais, dans le sens que c'est Mhm. difficile d'être rationnel. Tu sais, quand on regarde mon paysage, chacun va retrouver certaines essences d'arbres, dire, ah, ça, je pense que c'est un sapin, ou ça, c'est. Mais en réalité, c'est un peu n'importe quoi. Tu sais, il y a C'est pas de de. l'archétype de l'arbre. Exact, c'est ça, tu sais. Puis il y a une espèce de. Puis c'est la diversité qui fait que ça marche. Si j'avais eu. Ben, c'est sûr que si je veux représenter la toundra, ben, j'ai plus une. Il y a moins de diversité apparente, là. Il y en a, mais elle est plus subtile. Mais là, c'était de mettre la diversité dans les feuillus, les conifères, les pins. Mais ça, c'est intéressant parce que comme dans l'histoire des dioramas, j'y reviens encore, Oui, euh, d'être informé, c'est bien. ben en fait, c'est ça qui était critiqué parce que ça a été beaucoup exposé dans les musées d'histoire naturelle Oui, avec la taxidermie, puis là, c'était comme oui, ça nous intégrait dans le paysage, puis ça a été critiqué pour d'un point de vue décolonial, mais aussi féministe et de point de vue. Mais c'était aussi d'un point de vue scientifique que c'était critiqué à cause que justement les animaux, les choses, les créatures qui étaient représentées, les dinosaures, n'étaient pas scientifiquement euh, véridiques. Donc, justement, c'est toi, justement, avec ton œuvre, tu prétends pas à la vérité, tu non, prétends non. justement à juste, c'est un arbre, on reconnaît la forme, puis c'est correct que ça nous évoque quelque chose, mais c'est pas non plus une prétention à représenter le monde dans chaque détail. Exact. Tu sais, dans le fond, je travaille souvent avec l'échelle 1,87 parce que c'est l'échelle qui est dans le modélisme ferroviaire où est-ce qu'il y a le plus de matériel puis de produits à disposition. Les artistes qui travaillent la miniature souvent travaillent à cette échelle-là pour cette raison-là. Puis, puis dans le fond, on va regarder mes œuvres, puis des fois, je combine des choses que si on prend les mesures puis qu'on multiplie par 87, puis tu sais, ça ne fonctionne pas en fait du tout. Mhm. Puis ça me dérange pas. Je reviens un peu à mon, mon amour pour les films de Terry Gilliam. C'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que moi, est-ce que j'ai une impression d'ensemble de fantastique, de conte? En fait, ce que je veux, c'est, à la base, je pense, c'est recréer, ouvrir la possibilité d'émerveillement, c'est-à-dire surprendre, puis, puis cette surprise-là qui remette un peu la personne dans un état présent Mhm. d'émerveillement, de découverte. Ça ne marche pas avec tout le monde, c'est sûr, mais je trouve que ça fonctionne assez bien quand on le teste sur les enfants, en fait. Si on le voit avec les enfants. La première œuvre que j'ai présentée, une maquette, c'était à Materia en 2009, dans une expo collective appelée Meubles émouvants. Puis c'était une table basse de salon, puis il y avait un paysage, puis il y avait un téléviseur en hauteur. Puis quand j'ai démonté l'expo, puis j'ai vu le nombre de doigts d'enfants sur la vitre, Mhm. puis tout ça, je me suis dit, ah, ça allait marcher parce que ça les attirait vraiment comme des papillons. Mais j'ai Les, a- l'impression. Mhm. puis Mhm. les adultes, ben, eux, devaient s'agenouiller, devaient faire une géniflexion devant l'œuvre pour pouvoir apprécier le paysage. Donc, c'était volontairement mis à disposition des enfants. Mais c'est intéressant parce que comme en général, justement, les miniatures, mais en fait, c'est quelque chose qu'on a beaucoup accès quand on est enfant. Tu sais, c'est comme on a des Playmobil ou des Oui, Lego, on fabrique des petits mondes, puis exact. en fait, c'est comme une sorte de déconstruction du monde qui nous entoure pour en reconstruire un autre. C'est une sorte de façon de comprendre le monde pour Exact. les enfants. Ben, puis Et pour le- moi aussi. mais justement, parce que par ce travail-là, c'est un peu un travail que tu fais de manière adulte, mais que les enfants font comme de manière constante avec des petites choses, avec des petits Oui, objets. oui, tout à fait. Je pense que tu touches à un point super important. Je ne l'ai jamais mis en mots comme ça, mais mon travail, je le fais pour moi en premier lieu, puis c'est un peu une quête spirituelle dans le sens où est-ce que je fais des introspections, je réfléchis à mon passé, je regarde qu'est-ce qui m'amène à faire, à poser tel geste, telle action, puis je me mets dans le moment présent. Tu sais, c'est ce que les adultes ont de difficulté à faire. Les enfants, ils Mhm, sont tout le temps dans le moment présent. mhm, À un moment donné, j'ai vu une conférence d'Albert Jacquard qui disait au cégep de Limoilou, qui disait que notre perception du temps de 0 à 12 ans, c'est la même que de 12 ans à notre mort.
C'est-à-dire que toi, de ton âge, quand tu regardes en arrière, tu te dis, mettons, ben, je vais me prendre comme exemple, là. Tu peux me prendre, Moi, ça te dérange pas. moi, tu sais, je vais avoir 40 ans, puis je me dis, ah, tu sais, j'ai fait 40 ans, mettons que je vis encore 40 ans, c'est bien, tu sais. Si je regarde en arrière, il y a de la distance, mais c'est pas vrai. Ça va en s'accélérant dans notre perception du temps parce que le cerveau humain, jusqu'à 12 ans, il est en imprégnation, il est vraiment dans le Mmh. moment présent et la perception du temps est complètement, complètement différente. À partir de 12 ans, ben là, les idées, les concepts s'ancrent, puis il y a une élagation qui se fait dans la quantité d'informations. Puis de plus en plus, on s'assoit sur notre inconscient, notre cerveau, qui va gérer à notre place, finalement, des actions qui ont été répétées. Tu sais. Fait que ça Mmh. modifie notre conception du temps. Mais je pense qu'en tant qu'adulte, on a les moyens de provoquer ce genre de reprogrammation-là. C'est ça qui est intéressant avec ton œuvre, parce que justement, ça nous force à juste aller observer puis essayer de comprendre. Puis ça, Ben, c'est super pour ralentir notre temps. oui, ben en fait, c'est ça. C'est que c'est- je trouve ça le fun de donner la possibilité aux gens de découvrir par eux-mêmes, mais je trouve ça le fun aussi de leur permettre de manquer des choses, c'est-à-dire de ne pas tout voir, de ne pas être capable de tout voir chaque détail de l'œuvre. Puis ça, je pense que si on revient à Fear of Missing Out, je pense que Mhm. c'est sain d'apprendre à être bien avec ça. Ah, t'as-tu vu l'exposition Olivier Roberge? Ah oui, je l'ai vu. T'as-tu vu les trois chèvres? Ah non, j'ai pas vu les trois chèvres, tu sais. Parce que, tu sais, il y a ça aussi. Des fois, je trouve ça un peu absurde. C'est pas grave, tu sais, t'as-tu eu du fun? T'as-tu été capable? T'as vu d'autres choses? T'as eu un autre angle de vue? Fait que Puis aussi, c'est pas obligé non plus de le comprendre. Tu sais, c'est comme, Non, est-ce que tu non, as tout à fait. compris la signification des trois chèvres? Non, c'est ça, exactement. Ouais, la Puis, numérologie par rapport à comment ils sont placés. c'est ça. Mais c'est intéressant justement de juste pouvoir comme profiter de ton œuvre, de rentrer dans un univers, de nous laisser avoir notre propre narrativité, d'avoir notre propre perception avec notre propre lumière justement, puis en ressortir de là avec un paysage que maintenant on partage tous et toutes. C'est ça qui est Oui. intéressant en fait. Ouais, non, Que, je suis très content, en tout cas, à date, de la réceptivité des gens, puis de, de l'appropriation qu'ils s'en font, vraiment. Mhm. C'est une surprise, là, aussi, en même temps. On fait des choses intuitivement, mais on ne sait jamais tant que c'est pas présenté puis pas mis au monde, là, tu sais. Mais non, Mais ce qui est, j'espère. Hein? Vas-y. j'allais juste dire, ce qui est certain, c'est que tes paysages intérieurs deviennent des paysages intérieurs de d'autres personnes aussi Mm. qui nous habitent. Ben, je te remercie beaucoup, Olivier. Ben, merci d'avoir accepté d'avoir participé à notre capsule de discussion. Puis, je souhaite à tout le monde d'aller voir cette exposition-là. J'encourage, mais pas de déplacement entre régions, si possible, Non, ça, évidemment. c'est exact. Ben, merci beaucoup. En fait, ça m'a fait du bien de pouvoir sortir ça de ma tête puis en parler de vive voix parce que, disons que les derniers mois ont été très, très tout seul dans sa tête à l'atelier. Et puis, ben, les lumières que tu as apportées aussi vont me faire du chemin aussi en moi. Là, fait que je trouve ça bien. Merci beaucoup. Ben, merci. Bonne journée.